Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Crash de l'avion de Sénégal Air. Le bureau d'enquête et d'analyse dans son rapport d'étape indexe l'avion sénégalais qui n'a pas respecté le niveau de vol consigné. Vers une paralysie du secteur du transport les 1er, 2 et 3 février prochains. Les transporteurs menacent d'aller en grève. Ils exigent la baisse du prix du carburant. Les habitants de Gueule-Tapée et Colobane-Arafat, indisposés par la puanteur des eaux usées dans cette partie de la commune de Pikine Nord, ils demandent aux autorités compétentes de régler au plus vite le problème. Et puis Anne Mariste, la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols passe à l'acte. Des maisons construites de façon illégale selon la structure ont été démolies. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Crash de l'avion Sénégal Air. Le bureau d'enquête et d'analyse pointe du doigt l'avion de la compagnie sénégalaise qui, selon l'enquête, n'a pas respecté le niveau de vol consigné. Pour l'instant, le BEA n'a pas officiellement désigné de coupable. L'enquête se poursuit. Pour rappel, l'avion HS-125 de Sénégal Air s'est crashé le 5 septembre dernier. Mambiram Diouf et Mardia. 4 mois après l'accident et la mise sur pied du bureau d'enquête et d'analyse, le BEA, dans son rapport d'étape, a consigné quelques faits établis après avoir fouiné un peu partout. L'avion HS-125 de la compagnie privée Sénégal Air a violé les consignes de vol en ne se limitant pas à 34 000 pieds. Ce que nous pouvons dire donc aujourd'hui, c'est que les recherches d'opportunités sont toujours en cours et qu'on n'a rien trouvé au point de vue indice pour l'avion qui a disparu en mer. A croisé le vol de Seiba au niveau 350, alors qu'il était autorisé au niveau 340, c'est-à-dire 34 000 pieds ou 10 300 mètres. Après l'abordage avec le vol de Seiba, le HS de 125 de Sénégal Air n'a plus communiqué. La boîte de l'avion C137-800 de la compagnie équato-guinéenne Seiba, faute d'avoir enregistré l'événement au moment donc de l'accrochage, cela a compliqué le travail. L'enregistreur de conversation cockpit tourne en boucle, en fait. Ça tourne en boucle et ça n'enregistre que les 2 dernières heures du vol. Alors, quand il y a un incident qui arrive et que 3 heures s'écoulent après pour atterrir, donc, ça veut dire que les 2 dernières heures qui sont enregistrées ne rendent pas compte de l'événement. Et c'est ce qui est arrivé. Et la responsabilité de l'appareil équato-guinéen dans tout cela? Il ressort donc de la lecture aussi des enregistreurs de vol et des enregistreurs de paramètres donc de l'avion 737 que nous avons exploité au niveau du BEA France, que pendant toute la croisière effectuée par le 737-800 de Seiba, le niveau de vol maintenu était le niveau 350, c'est-à-dire 35 000 pieds ou 10 700 mètres. Le rapport final du BEA attendu, aucune date fixée pour l'instant dans cette enquête menée parallèlement à l'enquête judiciaire. Et puis les transporteurs haussent le ton. Ils menacent de paralyser le secteur les 1er, 2 et 3 février 2016 pour exiger la baisse du prix du carburant. Selon ces transporteurs, la baisse du prix du baril de pétrole devrait entraîner la baisse de celui du combustible. Leur réaction dans ce reportage signé Adi Atala et Modou Diop. Le début du mois de février risque d'être difficile pour les usagers des moyens de transport en commun. Les transporteurs menacent de paralyser le secteur pour exiger la baisse du prix du carburant. On s'est concerté pour déposer un préavis de grève qui se tourne autour de 3 points. Le premier point, c'est la baisse considérable du carburant. Le deuxième point, c'est que nous refusons catégoriquement l'installation des permis de points, permis à point. Le troisième, c'est l'harmonisation sur les pièces acier. Les syndicalistes trouvent aberrant et inexplicable l'inflation du prix des hydrocarbures, malgré la baisse considérable du baril de pétrole. Tous les pays, je vous dis que toute l'Afrique, le Sénégal est champion de la gestion du prix du carburant. Les autres pays, ils ont baissé considérablement le prix du carburant. Mais c'est le Sénégal maintenant qui est champion maintenant de la charité du prix du carburant. Nous ne savons pas pour quelle raison.
$32. Fu mësuta àgg. Le baril du pétrole est à $32, une baisse considérable. Donc le litre du carburant peut être vendu entre 300 et 400 francs CFA. 400 francs, 300 francs, 350 maximum. Les usagers, eux, demeurent indifférents sur la baisse ou non du prix du carburant et qui ne se répercute pas sur le coût du transport. Selon les transporteurs, c'est à l'État d'organiser le secteur. Si le prix baisse, normalement, si l'État doit baisser, les transporteurs vont baisser. Mais au Sénégal, si l'État baisse, les transporteurs ne vont pas baisser. Quand il s'agit de faire le gendarme, parce que ce n'est pas possible, pour pouvoir faire baisser les transports des consommateurs, il peut crier, les syndicats peuvent crier baisser, baisser, mais les gens ne vont pas baisser. Bala ngay mëna wañi prix transport da fay fekk nga organiser prix transport. Avant de réduire le prix du transport, je pense qu'il fallait au préalable organiser le secteur. Sinon, ce n'est pas possible. Seuls 2 secteurs ont pu être organisés grâce au système des tickets. C'est l'AFTU et Dakar Dem Dikk. Eux, ils peuvent augmenter ou diminuer le coût du transport. Am nañu ay tickets. Dañuy beetaas. Ñooñu mën nañu yokk seen prix ak wañi seen prix. Transporteurs et usagers qui espéraient entendre le président de la République lors de son adresse à la nation annoncer la baisse du prix du carburant ont dû déchanter et devront encore prendre leur mal en patience. Situation difficile pour les populations des quartiers de Koloban, Arafat et de la Gueule-Tapée. Les eaux usées rendent l'air quasi irrespirable. Et ces populations ont également du mal à vaquer à leurs occupations à cause de cette situation. Elles invitent, ou bien elles lancent un appel aux autorités compétentes pour régler ce problème. Ces populations se sont confiées à nos reporters Pape Faraning et Mardia. Ces populations sont dans tous leurs états et ne peuvent plus vivre avec ces eaux usées nauséabondes d'une couleur noirâtre. Elles handicapent tout un quartier. Très difficile d'ailleurs, invivable sur le plan humain, sur le plan hygiénique et sur le plan sanitaire. Nous sommes confrontés à un problème de d'éboulement d'eau usée qui ne date pas d'aujourd'hui. On vit dans des situations difficiles. Ça fait des semaines qu'on est en train de courir de gauche à droite, parler aux hommes compétents pour qu'ils puissent venir nous aider à régler ce problème. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de résultat. On a tout fait. Hier, la nuit, on était là jusqu'à 3 h du matin. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous préférons vraiment immigrer que de continuer à vivre cette situation. C'est infernal avec ces eaux usées et leur odeur désagréable. Ces eaux usées résultent d'un assainissement défectueux. Même les maisons sont envahies par les eaux, source de maladies. Ce système-là, je crois que interpelle les autorités dans un premier sens et dans un second sens peut-être certains services. La situation que nous vivons est insupportable. Nous sommes tous malades à cause des eaux, nous sommes exposés. Très en colère contre les autorités municipales et étatiques. Les populations sollicitent une aide d'urgence. Les maisons que vous voyez ici, il y a des vieux qui sont là, qui ne peuvent plus aller à la mosquée, qui ne peuvent plus sortir. Les enfants, pour aller, ils vont faire le tour pour aller à l'école. Les enfants ne peuvent plus s'amuser. Donc on demande aux autorités compétentes de venir nous aider à sortir de ces problèmes. Évacuer un malade est devenu quasi impossible ici. Nous sollicitons vraiment de l'aide. Hommes, jeunes et vieux, très déterminés pour se débarrasser des eaux usées qui gagnent du terrain de jour en jour. Ils sont même prêts à aider les techniciens pour le bien-être de leur quartier. Faraning, je vous le disais en sommaire, des maisons démolies à Anne-Marie. La direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols est passée à l'acte après les convocations. Selon le maire de Anne-Belair, les propriétaires des maisons détruites occupaient illégalement les lieux. Retour sur les événements avec Al-Hassan Ba et Tierno Laurent Mendy. Une énième convocation, celle-ci est du 3 décembre 2015. Elle est de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols d'Escos. Cette dernière qui est finalement passée à l'acte. C'est toute une cité qui a été démolie. Cet homme vit ici depuis 11 ans. Ces constructions se sont déroulées devant moi. Concernant les propriétaires, j'en connais quelques-uns. Je logais dans cette maison qui est juste derrière.
On a reçu beaucoup de sommations et la dernière en date, je l'ai toujours avec moi. Une situation difficile pour ces quelques mécaniciens qui occupent encore les lieux non avertis. C'est tout leur business qui tombe à l'eau. Mon matériel était juste là derrière et j'ai tout déplacé. Moi, je ne sais pas, mais au moins qu'ils tiennent compte de nos activités. Je n'ai jamais reçu de papier et je m'apprêtais à ficeler un contrat avec ce gars-là. Les propriétaires occupent-ils les lieux de façon illégale? Le maire de Hann-Bel-Air est clair. Aucun de ces occupants ne bénéficie de titre de propriété et par conséquent, donc, ils n'ont pas d'autorisation de construire. C'est quand même une situation que nous avons pu relever depuis un certain temps. Ça avait commencé déjà depuis, j'aurais dit 2 ans, mais nous avions tous pensé que, voilà, qu'ils bénéficiaient parce que c'était impensable aujourd'hui dans Dakar, centre-ville, quartier résidentiel, que des individus viennent mobiliser des millions, en tout cas investir pour y construire des hangars, donc murs de clôture et autres. Et donc nous, je peux dire que ça a été l'une des révélations de l'acte 3 de la décentralisation, donc qui nous confère un certain nombre de prérogatives. La mairie attend pour le moment de récupérer ces terres pour la construction d'infrastructures et selon des informations, ces maisons appartiendraient à de hauts responsables. L'un d'entre eux, un ancien de la direction de l'urbanisme et de l'habitat. Et puis parlons de cette opération de désencombrement à la zone de captage. L'objectif de la mairie est de libérer la voie publique. Des gargotes et autres carcasses de véhicules, gares clandestines sur la voie ont été emportées. Les agents de la mairie annoncent un programme d'embellissement de certaines artères de la commune de Grand-Yoff. Un reportage signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. Cette restauratrice termine mal sa journée. Elle a eu la visite surprise des agents de la mairie de Grand-Yoff, une municipalité en pleine opération de désencombrement de la voie publique. Nous sommes dans la deuxième phase des opérations de désencombrement. La première phase s'était déroulée au mois d'octobre 2014. Et là, nous sommes dans une deuxième phase qui va se dérouler pendant pratiquement 1 mois et qui touchera pratiquement toutes les grandes artères de Grand-Yoff. La zone de captage, première cible de la phase 2 de l'opération, baraques et autres véhicules sont passés sous le coup des engins. Cette fois-ci, on a commencé par la zone de captage parce que vous avez remarqué par vous-même que vers les alentours de 18h, 19h, le bouchon qu'il y a dans cette zone-là. On a prévu d'aménager, de mettre des pavés dans cette zone-là, au moins pour que l'entrée de la cité soit belle. Très en colère, reconnaissent avoir tout de même reçu des sommations. Des riverains dénoncent par ailleurs la complicité des agents municipaux. Je ne savais pas que je suis concerné. Je tenais juste une table où je vendais de la friperie. S'ils m'avaient averti à temps, j'aurais quitté les lieux. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. Ils ont gâché tout mon commerce. Je suis d'accord pour le déguerpissement. Parce qu'il ne faut pas occuper la voie illégalement. Mais aussi, je dis parfois, la mairie est complice. Parce que quand tu veux déguerpir quelqu'un, quand tu veux faire bouger quelqu'un, tu vois qu'il a occupé ça illégalement. Et chaque fois que tu viens, tu lui fais payer des taxes. Après la zone de captage, la prochaine étape sera les 2 voies de Liberté 6. L'objectif de la mairie de Grand-Yoff, désencombrer et embellir la voie publique. Et puis, cher Tidiane, le maire de Mermoz Sacré-Cœur dément avoir tiré des coups de feu hier, mercredi, alors qu'il rencontrait les mécaniciens. Barthélémy Diaz soutient qu'il était juste parti pour une séance d'explication avec les mécaniciens qui devront, selon lui, quitter les lieux avant le 10 janvier pour les besoins de la mise sur pied d'un projet immobilier. Il faisait face à la presse cet après-midi, compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Younous Diatta. Pour ceux qui l'ont accusé d'avoir tiré des coups de feu chez les mécaniciens de l'ancienne piste, le maire de Sacré-Cœur-Mermoz dément formellement. Selon lui, il était parti juste pour une séance d'explication qui s'est terminée par un fiasco. On a tous été surpris ce matin de voir dans une certaine presse que nous nous sommes battus, que nous avons soi-disant tiré des coups de feu. Je veux d'abord confirmer qu'il n'y a eu aucun coup de feu tiré, parce qu'il ne pouvait pas en avoir.
parce qu'il n'y avait aucune nécessité d'en avoir, même si nous avons été agressés. De toutes les façons, explique Barthélémy Diaz, ces mécaniciens vont quitter ces lieux d'un moment à l'autre. Ils seront indemnisés à hauteur de 60 millions pour aller trouver un autre site. Car dans ce site où il se trouve, un grand projet d'hypermarché va y être érigé. Donc ce que ce bureau a arrêté comme décision, ça les engage. Et le consensus qu'ils ont pu trouver entre eux, donc les mécaniciens, et le propriétaire donc, du terrain, c'est qu'il y ait une mesure d'accompagnement. Et cette mesure d'accompagnement est chiffrée autour de 60 millions. Je rappelle que ce chèque est déjà disponible chez un notaire de la place. Et ce chèque est libellé au nom de l'association des mécaniciens de l'ancienne piste. Je rappelle aussi que le propriétaire de ce terrain n'avait aucune obligation à remettre ce chèque à ses mécaniciens, qui doit se réaliser sur le site. Et j'ai aussi eu à indiquer aux mécaniciens que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur est partie prenante de ce projet. Ce projet va être un projet qui va être assis sur 2 hectares, sur lesquels, sur 1 hectare 84, il y aura le premier et seul hypermarché à Dakar qui sera ouvert par le groupe Attaque. Le maire de Sacré-Cœur, Mermoz, révèle aussi que dans ce site, la vente de chanvre indien y fait floraison. Raison pour laquelle il urge de déguerpir tous ces mécaniciens. Ce terrain n'est pas une plateforme de distribution de chanvre indien. Ce terrain, excusez-moi de l'expression, n'est pas une plateforme pour des cases de passe. Tout ce que je dis se passe sur ce terrain. Et ça a été constaté. Et nous avons des preuves. En tout cas, ce dimanche 10 janvier, ce terrain va être mis à la disposition de son propriétaire. Assurance de Barthélémy Diaz. Et puis 24 heures après le déguerpissement avorté des mécaniciens de l'ancienne piste, retour sur les lieux où les activités ont repris. Rencontrés par la rédaction, les mécaniciens disent ne pas vouloir quitter le site avant d'avoir trouvé un local approprié. Pour une solution durable, ils demandent l'aide des autorités. Ibou Diouf et Mohamedien les ont rencontrés. Reportage. Le calme est revenu et tout le monde va qu'à ses occupations. Les garages de mécaniciens de l'ancienne piste ont été le théâtre de quelques échauffourées dans la journée du mercredi. Tout cela pour le contrôle de cet espace. Une scène mettant aux prises Barthélémy Diaz, maire de Sacré-Cœur-Mermoz, et certains mécaniciens. C'est passé, il y a le maire de la commune de Mermoz, en l'occurrence Barthélémy Diaz, qui était venu nous voir, nous informer de notre éventuel départ de ce terrain. Parce qu'il y a un promoteur qui veut vendre, déjà qui a des promesses de vente de ce terrain. Ce que les gosses lui ont demandé de m'attendre. Parce que je suis leur président, donc il n'a qu'à attendre dehors jusqu'à ce que je revienne. Mais chose qu'il a refusée, il a forcé, en disant lui, il ne recule devant rien. Et voilà, et les échauffourées ont commencé. Les garagistes ne sont pas prêts à déguerpir les lieux. Ils attendent qu'une solution soit trouvée. Ce que vous voyez, les chèques, c'est des milliers de personnes, plus de presque 100 garages, donc, et garagistes. Il y a des vendeurs de pièces, il y a tout un tas de monde qui est ici. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut déverser dans la rue comme ça. Il faut qu'on trouve une solution. Mais la solution se trouve au niveau de l'État. Les mécaniciens comptent se réunir dans les jours à venir pour donner plus de poids à leur combat. C'est presque une réunion interne. Mais après, on va reprogrammer maintenant une rencontre, une rencontre nationale sur notre problème avec d'autres mécaniciens. Parce que maintenant, nous sommes organisés, nous sommes retrouvés dans des associations. Les différends entre municipalités et mécaniciens sont souvent fréquents. La lutte pour l'occupation de cet espace de l'ancienne piste est un autre exemple. Synchronisation des opérations de déguerpissement entre les mairies de Dakar, une coïncidence selon le maire de Dakar Plateau. Aliou Ndoye, qui était l'invité du journal de 13h, s'est aussi prononcé sur le différend qui oppose Khalifa Sall à Diène Farbassar à propos de l'embellissement de Dakar. Il salue la médiation du ministre de l'Intérieur. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Chérif Dia. On est dans la même ville et c'est ça la particularité de Dakar. C'est pourquoi d'ailleurs il a été judicieux que pour gagner Dakar, on ait fait en sorte d'être au maximum ensemble pour avoir la même vision. Et c'est important.
Donc aujourd'hui, peut-être la nouveauté, c'est que vous avez des élus qui ont envie d'exercer, en tout cas leur mission, de l'assumer. Une fois qu'on a besoin et qu'on est dans une autre politique, il faut que les gens comprennent que quand on vous prête un endroit, le propriétaire, quand il vous demande de le rendre, il faut le rendre sans histoire. Mais c'est une rencontre qui a salué, parce qu'à l'initiative du ministre de l'Intérieur, que nous saluons au passage, parce que voilà ce que nous attendons de nos autorités, qui, sentant qu'il y a un problème, a convié les différents acteurs à échanger. Donc voilà de quoi il s'agit. Maintenant, le constat général, c'est qu'il y a un déficit d'échange, de concertation, d'information. Et de façon à juste titre, le ministre de l'Intérieur a proposé que nous continuions cet échange autour du préfet de Dakar pour que justement harmoniser les positions et puis voir l'intérêt général. Je pense que la raison en tout cas l'emportera et que la ville est décidée en tout cas à assumer ses responsabilités. Nous sommes membres de la ville. La place de l'Indépendance aujourd'hui est dans la commune du Plateau. De concert avec la ville de Dakar, la commune du Plateau et la ville de Dakar ont un projet là-bas qui est structurant, qui nous règle plusieurs problèmes, qui ne sont pas uniquement un problème d'embellissement. Et nous y avons mis beaucoup d'énergie, de l'argent. Nous tenons à ce que ce projet aille au bout. Direction Louga, la déléguée générale de l'action sociale et à la solidarité nationale demande aux chefs religieux de veiller à ce que les ayants droit soient toujours les bénéficiaires. Anta Sardiako était à Louga pour les préparatifs de la 52e édition de la Ziara annuelle dédiée à Thierno Muntagatal. Écoutons la déléguée générale à l'action sociale et à la solidarité nationale. Ses propos sont recueillis par notre correspondant Thierno Fall. Puisque pour qu'on puisse réussir, atteindre les objectifs que le chef de l'État cherche aujourd'hui dans son plan Sénégal émergent, il faudra que ces prières soient toujours exaucées par le bon Dieu et que ces prières soient toujours aussi renouvelées et en même temps aussi demander au Khalif de bien veiller aux bourses de sécurité familiale puisqu'ils sont des chefs religieux, c'est eux qui sont les pères de pratiquement toutes les familles démunies. Donc c'est pourquoi nous leur demandons aujourd'hui de pouvoir veiller à ces bourses de sécurité familiale pour que les ayants droit puissent en bénéficier. C'est vraiment les vœux que nous avons renouvelés et formulés aujourd'hui auprès du Khalif. Pénurie de poulet dans les marchés de la capitale. Pour ceux qui ont eu la chance d'en trouver, le poids de la volaille est inférieur à la moyenne. Une pénurie qui affecte les déplumeurs. Leur activité tourne complètement au ralenti, comme vous allez le remarquer dans ce reportage signé Fatou Kinedem et Mohamed Dia. Il y a bien une pénurie de poulets. Le marché tilé n'est pas bien approvisionné. Des poulets de chair qui n'atteignent pas leur poids d'abattage. Les vendeurs sur place parlent de fêtes successives. Cette année, les fêtes se sont succédées et c'est ce qui est à l'origine de cette pénurie. Il y a pénurie depuis le Magal de Touba. La fête de Noël, le Gamou sont aussi passés par là. Malgré les poids et les prix, les revendeurs s'en procurent au bénéfice des éleveurs qui veulent à tout prix écouler leurs produits. Les éleveurs n'ont d'autre choix que de vendre leurs produits. Ils ne laissent pas les poulets atteindre leur poids d'abattage. Il y a des poids de 900 grammes, 1 kg 200, 1 kg 700, 2 kg. Les clients préfèrent les gros poulets. Les déplumeurs déplorent la pénurie se fait bien sentir. Notre activité tourne au ralenti. Sur les 100 poulets, on ne déplume que la moitié maintenant. Et c'est normal vu la pénurie. Le constat est là. Difficile pour ces vendeurs de dire à quand est-ce que la situation va se décanter. Nous sommes le 7 janvier 2015, un an après les attentats de Charlie Hebdo. Zoom sur la cohésion entre les Français de religions différentes. Et les chefs religieux de la France tentent de mieux souder les relations entre les différentes communautés. Par exemple, des juifs sont invités dans les mosquées de Paris et vice-versa. Un reportage signé Ibrahima Kamara en France.
Un an après les attentats de Charlie Hebdo et moins de 2 mois des derniers attentats qui ont touché Paris et Saint-Denis, les Français appellent à l'unité nationale. Certes, des amalgames ont été dénoncés de part et d'autre par des associations musulmanes de France, mais ces dernières ne se sont pas limitées aux dénonciations, ils sont à l'action. Avant l'invitation de leurs compatriotes chrétiens, juifs et de toute autre obédience, les imams de France ont tiré la sonnette d'alarme durant leur prêche. Notifié dans la sira du prophète, le vrai croyant, c'est celui que tout le monde avec lui se sent en sécurité sur leurs biens et leur vie, disait alayhi salatu wassalam. Il était porteur d'un projet prometteur, il était source de quiétude, alayhi salatu wassalam, de stabilité, sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde auprès de lui trouvait sa place, bien qu'ils ne sont pas de la même religion, ni des mêmes origines, ni de la même langue, de la même terre. Le prophète alayhi salatu wassalam se concentrait plus sur les points en commun et bien sûr il encourageait les valeurs humaines. Alayhi salatu wassalam, il n'a jamais attisé les feux de la division. Après la prière, place au discours à côté de leurs invités. Le préfet du Val-de-Marne refuse la division que veulent imposer les terroristes. Tous ces témoignages de solidarité et d'attachement aux valeurs qui sont les nôtres sont très importants. Parce qu'ils sont la preuve d'une nation qui vit. Parce qu'ils font vivre la nation et la communauté nationale. Je dirais aussi parce qu'ils font vivre la République une et indivisible. Ces terroristes, vous le savez, cherchent à nous diviser. Notre unité et notre cohésion sans faille sont donc indispensables pour montrer notre détermination collective à mener le combat contre le terrorisme et à en sortir victorieux. Chrétiens, juifs et musulmans du Val-de-Marne se sont passés le mot pour parer au terrorisme qui a fait des dégâts jamais notés dans l'histoire de France depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En espérant voir des conditions meilleures et plus joyeuses. Salam alaikum. Ibrahima Kamara, merci. C'est cet élément qui met en terme à cette édition. Merci à toi également, Léa. Merci, cher Tidiane. Voilà, prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image.